Mansfield Park de Jane Austen 1814, traduction de Léonard Bercy. Petit récapitulatif des personnages principaux pour mieux s'y retrouver dans le récit. Nous avons d'abord Miss Fanny Price, l'héroïne, Sir Thomas Bertram, l'oncle de Fanny qui la recueille chez lui, Lady Maria Bertram, sa femme, et donc la tante de Fanny, Mrs. Norris, la sœur de Lady Bertram, la tante de Fanny donc, le révérend Norris, son mari, Tom Bertram, le fils aîné de Sir et Lady Bertram, Edmund Bertram, son frère, Maria Bertram, sa sœur, Julia Bertram, sa sœur, Monsieur James Rushworth, le fiancé de Maria, Mrs. Rushworth, sa mère, le docteur Grant, le recteur de Mansfield, Mrs. Grant, sa femme, Henry Crawford, le demi-frère de Mrs. Grant, Mary Crawford, la sœur d'Henry, la demi-sœur de Mrs. Grant, l'admiral Crawford, l'oncle et le tuteur de Mary et Henry, le lieutenant Price et Mrs. Francis Price, les parents de Fanny, le lieutenant William Price, le frère préféré de Fanny, Miss Lee, la gouvernante des sœurs Bertram. Première partie. Chapitre 1er. Il y a de cela à peu près 30 ans, Mademoiselle Maria Ward d'Huntington, n'ayant pour toute fortune que 700 livres, eut la chance de conquérir le cœur de Sir Thomas Bertram de Mansfield Park, dans le comté de Northampton. De ce fait, elle fut élevée au rang de femme de baronnet, avec tout le luxe et tout le confort que lui apportait une maison bien montée et digne de sa situation. Tout Huntington applaudit à ce mariage magnifique, et son oncle, l'avocat, l'autorisa à user de ses talents, jusqu'à concurrence de 3000 livres. Ces deux sœurs devaient bénéficier de son changement de situation, et leurs amis et connaissances n'avaient aucun scrupule à prédire que mademoiselle Ward et mademoiselle Frances, aussi jolies que mademoiselle Maria, feraient certes d'aussi beaux mariages. Mais il n'y a pas dans le monde autant d'hommes possédant une grosse fortune qu'il y a de jolies femmes pour les mériter. 6 ans plus tard, mademoiselle Ward se crut obligée de s'éprendre du révérend A. Norris, un ami de son beau-frère, qui n'avait pratiquement aucune fortune, et mademoiselle Frances fit encore pire. L'union de mademoiselle Ward n'était pas à dédaigner, et Sir Thomas avait heureusement les moyens de donner l'hospitalité à son ami, à Mansfield, de sorte que monsieur et madame Norris commencèrent leur vie conjugale avec moins de 1000 livres par an. Mais mademoiselle Frances désobligea toute sa famille en s'éprenant d'un lieutenant de marine, sans éducation, sans fortune et sans avenir. Elle aurait difficilement pu s'arrêter à un choix plus malencontreux. Sir Thomas Bertram avait tout intérêt, autant par principe que par fierté, à souhaiter que tous ceux de sa famille aient une situation respectable et aurait aidé de bon cœur la sœur de Lady Bertram dans ce sens. Mais la profession du mari de celle-ci était si peu intéressante qu'avant qu'il n'ait eu le temps de trouver le moyen de les aider, une mésintelligence profonde intervint entre les deux sœurs. C'était ce qui devait naturellement arriver à la suite d'un mariage aussi désastreux. Pour éviter des reproches inutiles, madame Price n'avait jamais écrit à sa famille à ce sujet jusqu'à ce qu'elle fût mariée. Lady Bertram, qui était une femme de caractère froid et indolent, se serait très bien accommodée d'abandonner sa sœur et de ne plus penser à elle. Mais madame Norris était moins passive et ne fut satisfaite que lorsqu'elle eut écrit une longue lettre furieuse à Fanny, où elle lui montrait l'indignité de sa conduite et l'injuriait en conséquence. À son tour, madame Price se froissa et se fâcha. Il y eut un échange de lettres désagréables entre elles, dans lesquelles Sir Thomas ne fut pas épargné, tant et si bien qu'il en résulta une brouille qui dura un temps considérable. Leurs habitations étaient si éloignées et leurs cercles de relations si différents
qu'ils entendirent à peine parler les uns des autres pendant les 11 années qui suivirent, et que ce fut par hasard que Sir Thomas apprit par madame Norris, qui était toujours au courant de tout, que Fanny allait avoir un autre enfant. Après ce long laps de temps, madame Price ne put supporter plus longtemps son ressentiment vis-à-vis de quelqu'un qui aurait pu l'aider et ne l'aidait pas. Une famille s'accroissant toujours, un mari inapte au service actif, mais aimant la bonne compagnie et les liqueurs fines, et un très petit revenu pour combler tous ses désirs, la décidèrent à reconquérir les amis qu'elle avait si sottement sacrifiés. Elle adressa à Lady Bertram une lettre pleine de contrition et de désespoir, parlant avec émotion de ses enfants à qui il manquait le strict nécessaire et demandant la réconciliation. Elle attendait son 9e enfant, et après avoir exposé sa situation, demandait à Lady Bertram d'être la marraine, en la suppliant de s'occuper des 8 autres. Son aîné était un garçon de 10 ans, plein d'esprit et qui désirait faire son chemin dans la vie. Mais comment pouvait-elle l'aider? Ne pourrait-elle être utile à quelque chose dans une des propriétés que Sir Thomas avait dans les Indes? Tout serait bon pour lui. Que pensait Sir Thomas de Woolwich? Ou bien ne pouvait-on l'envoyer dans l'Est? La lettre produisit son effet. Elle rétablit la paix et ramena la bonté. Sir Thomas envoya des conseils et des recommandations. Lady Bertram de l'argent et une layette, et madame Norris écrivit des lettres. Tels furent les résultats immédiats, mais durant ces 12 mois, madame Price obtint un autre avantage. Madame Norris déclara souvent à ses amis et connaissances qu'elle ne pouvait laisser sa pauvre sœur dans le besoin, et quoique ayant déjà fait beaucoup pour elle, elle sentait qu'elle devait faire encore davantage. Elle émit l'idée de soulager madame Price de la charge de l'un de ses enfants. Ne serait-ce pas bien s'ils prenaient chez eux complètement à leur charge l'aînée des filles, âgée de 9 ans et dont la mère ne pouvait s'occuper? L'ennui et la dépense ne seraient rien en comparaison de la bonne action accomplie. Lady Bertram acquiesça immédiatement. « Je crois que nous ne pourrions faire mieux, dit-elle. Envoyez chercher l'enfant. » Mais Sir Thomas ne donna pas son consentement aussi rapidement. Il discuta et hésita. C'était une charge sérieuse, et une petite fille ainsi enlevée de sa famille devait être élevée d'une façon adéquate, sinon ce serait une cruauté au lieu d'être une bonté. Il songeait à ses 4 enfants, à ses 2 fils, à l'affection entre cousins. Mais à peine avait-il commencé ses objections que madame Norris l'interrompit, ayant réponse à tout. « Mon cher Sir Thomas, je vous comprends très bien, et je rends hommage à votre délicatesse, qui est tout à fait en rapport avec votre façon d'agir, et je suis tout à fait de votre avis. Il faut faire pour l'enfant que l'on prend, comme cela à sa charge, tout ce qu'il est possible de faire. N'ayant pas d'enfant moi-même, que puis-je faire de mieux que de m'occuper des enfants de mes sœurs? Monsieur Norris est trop droit pour ne pas m'approuver. Ne nous empêchez pas de faire une bonne action pour une bagatelle. Donnez à cette jeune fille une éducation et introduisez-la dans un milieu convenable, et je parie 10 contre 1 qu'elle a toutes les chances de bien s'établir, sans dépenses supplémentaires pour personne. Une de nos nièces, Sir Thomas, et je devrais plutôt dire une de vos nièces, ne pourrait vivre dans cette compagnie sans en tirer de nombreux avantages. Je ne dis pas qu'elle sera aussi bien que ses cousines, je dirais même qu'elle ne peut pas l'être, mais elle sera introduite dans la société de cette contrée dans des circonstances si favorables qu'il y a beaucoup de chances pour qu'elle s'établisse très convenablement. Vous pensez à vos garçons, mais n'oubliez pas que c'est ce qui a le moins de chances d'arriver. Les élever toujours ensemble, comme frères et sœurs, c'est moralement impossible, et je n'en connais aucun exemple. C'est en réalité le seul vrai moyen d'empêcher toute union. Supposons qu'elle soit une jolie fille, et que Tom et Edmond la voient dans 7 ans pour la première fois. Il pourrait y avoir quelque danger. Rien que l'idée qu'elle a souffert loin de nous tous dans la pauvreté et les privations serait assez pour attendrir et rendre amoureux 2 jeunes garçons tendres et bons. Mais s'ils sont élevés ensemble pendant tout ce temps, même si elle a la beauté d'un ange, elle ne sera jamais pour eux autre chose qu'une sœur. « Il y a beaucoup de vrai dans ce que vous dites, » répondit Sir Thomas, « et loin de moi l'idée de rejeter une idée qui pourrait contenter tout le monde. Je désirais seulement faire remarquer
que cet engagement ne doit pas être pris à la légère, et que, pour qu'il soit réellement une aide pour Madame Price et une possibilité pour nous, nous devons pouvoir assurer à cet enfant, ou du moins nous engager à lui assurer, pour l'avenir, la possibilité de devenir une femme accomplie et qu'elle puisse se suffire à elle-même, même si, quoi que vous disiez, elle ne trouve pas à se marier. « Je vous comprends parfaitement, » s'écria Madame Norris. « Vous êtes l'homme le plus généreux que je connaisse, et je suis sûre que nous ne serons jamais en désaccord sur ce point. Comme vous le savez, je suis prête à faire tout ce que je puis pour ceux que j'aime, et quoique je ne puisse jamais avoir pour cette petite fille le centième de l'affection que j'ai pour vos enfants, je me haïrais si j'étais capable de la négliger. N'est-elle pas un enfant de ma sœur, et puis-je supporter que cette petite ait faim tant que j'ai un morceau de pain à lui donner? Mon cher Sir Thomas, quoique ayant beaucoup de défauts, j'ai un cœur tendre, et pauvre comme je le suis, j'aimerais mieux renoncer à mon nécessaire que d'agir d'une façon peu généreuse. Alors, si vous n'y êtes pas opposé, j'écrirai à ma sœur demain, et aussitôt que les dispositions seront prises, je ferai venir l'enfant à Mansfield. Vous n'en aurez aucun ennui, je vous le jure. Quant à mes propres peines, vous savez que je ne m'en soucie guère. J'enverrai Fanny à Londres, où elle peut loger chez son cousin, qui est sellier, et où l'enfant pourrait la rejoindre. Ils peuvent facilement l'envoyer de Portsmouth par la diligence, sous la garde de quelques personnes honorables. Il y a toujours au moins une femme d'homme d'affaires qui fait le voyage. Sir Thomas ne fit plus aucune objection, si ce n'est quant à la personnalité du cousin de Fanny. Et un rendez-vous moins économique, mais certes plus honorable, fut arrangé en conséquence. Il ne restait plus qu'à se laisser à la joie du joli projet. Sa part de sensation de reconnaissance n'aurait certes pas dû être égale en toute justice, car Sir Thomas était absolument résolu à être le protecteur réel et effectif de l'enfant choisi, tandis que Madame Norris n'avait pas la moindre intention d'intervenir dans sa subsistance. Tant qu'il ne s'agissait que de parler, de marcher, de discuter, elle était sincèrement dévouée et personne ne savait mieux qu'elle dicter aux autres la façon d'être libérale, mais son amour de l'argent était égal à son amour du commandement. Et elle savait aussi bien le moyen de garder le sien que de dépenser celui des autres. S'étant mariée avec de petits revenus, elle avait dû s'astreindre dès le début à une ligne de conduite d'économie obligatoire, et ce qui avait commencé à être chez elle une affaire de prudence devint une affaire de goût. Si elle avait eu une famille à nourrir, Madame Norris ne serait pas devenue avare, mais n'ayant pas ce souci, il n'y avait rien pour l'empêcher de faire des économies et diminuer la douceur de pouvoir faire au bout de l'année une addition des revenus qu'elle ne dépassait jamais. Avec de tels principes, il lui était impossible de faire plus que protéger et encourager une telle charité, quoique, rentrant au presbytère, elle s'imagina être la tante la plus libérale et la sœur la plus généreuse du monde. Lorsque le sujet revint sur le tapis, ses vues s'étaient bien concrétisées, et c'est avec stupéfaction que Sir Thomas l'entendit répondre à la question de Lady Bertram, si l'enfant irait d'abord chez eux ou chez elle, que c'était tout à fait en dehors de ses moyens de prendre la moindre part à l'entretien de celle-ci. Il avait cru qu'elle serait au contraire considérée comme particulièrement bienvenue au presbytère, et semblait une compagne tout indiquée pour une tante sans enfant. Il se rendit compte qu'il s'était tout à fait trompé. Madame Norris regrettait de dire que, dans sa situation actuelle, il était tout à fait en dehors de question que l'enfant vînt habiter chez elle. La santé précaire de M. Norris rendait la chose impossible. Il ne supporterait pas plus le bruit d'un enfant qu'il ne supportait celui d'une mouche. Évidemment, si son attaque de goutte allait mieux, ce serait tout différent, et elle serait alors contente de prendre l'enfant à son tour. Mais pour le moment, le pauvre M. Norris prenait tout son temps, et le seul fait de lui parler d'une telle chose serait mauvais pour sa santé. « Alors, il vaut mieux qu'elle vienne chez nous, » dit Lady Bertram avec le plus grand calme. Après un moment, Sir Thomas ajouta avec dignité. « Oui, que sa maison soit la nôtre. Nous nous efforcerons de faire notre devoir vis-à-vis d'elle, et elle aura au moins l'avantage d'avoir des compagnes de son âge et de son rang. »« Très vrai !» s'écria Madame Norris. « Ce sont là deux considérations très importantes, et ce sera la même chose pour Miss Lee d'avoir 3 enfants à instruire au lieu de 2.
Je regrette de ne pas être plus utile, mais vous voyez que je fais tout ce que je puis. Je ne suis pas de celles qui épargnent leur peine. Fanny ira les chercher malgré les désagréments que j'aurai à me priver de celle-ci pendant 3 jours. Je suppose, ma sœur, que vous mettrez l'enfant dans la petite mansarde blanche près de l'ancienne nurserie. Ce sera le meilleur endroit pour elle, près de Miss Lee, et non loin des autres petites de la femme de chambre qui peuvent à leur tour l'aider à s'habiller et s'occuper de ses vêtements, car je suppose que vous ne songez pas à demander à Alice de prendre soin d'elle comme de vos filles. Je ne crois pas que vous pourriez la mettre ailleurs. Lady Bertram ne fit aucune objection. « J'espère qu'elle se montrera de bonne volonté, » continua madame Norris, « et qu'elle sera reconnaissante pour la bonne fortune inespérée qu'elle aura d'avoir de tels amis. » « Si ses dispositions sont vraiment mauvaises, dit sir Bertram, nous ne la garderons pas dans notre famille, pour le bien de nos enfants. Mais il n'y a pas de raison de le croire. Nous trouverons sans doute beaucoup de choses à désirer en elle, et nous devons nous préparer à une monstrueuse ignorance, à des idées mesquines et à une désastreuse vulgarité de manières. Mais ce ne sont ni des défauts incurables, ni, je crois, des défauts contagieux. Si mes filles avaient été plus jeunes qu'elles, j'aurais hésité à leur donner une telle compagne, mais dans ce cas-ci, il n'y a rien à craindre. « C'est exactement ce que je pense, » s'écria madame Norris, « et c'est ce que je disais à mon mari également, ce matin. Le seul fait d'être avec ses cousines donnera de l'éducation à cet enfant. Si même Miss Lee ne lui apprenait rien, elle apprendrait à être bonne et intelligente en leur compagnie. « J'espère qu'elle ne taquinera pas mon petit chien, » dit Lady Bertram. « J'avais enfin obtenu que Julia le laissât tranquille. »« Il y aura quelques difficultés de notre côté, madame Norris, » observa sir Thomas, « à cause de la différence nécessaire à établir entre les jeunes filles quand elles grandiront. Comment préserver dans l'esprit de mes filles le sentiment de ce qu'elles sont, sans pour cela dédaigner leur cousine? Et comment arriver, sans humilier celle-ci, à lui rappeler qu'elle n'est pas une demoiselle Bertram? Je les voudrais très bonnes amies, et je ne tolérerai à aucun prix la moindre arrogance de la part de mes filles vis-à-vis de leurs parentes. Mais elles ne peuvent cependant pas être égales. Leur rang, leur fortune, leurs droits et leurs possibilités d'avenir seront toujours différents. C'est un point de grande délicatesse, et vous devez nous assister dans nos efforts, afin de choisir l'exacte ligne de conduite à suivre. » Madame Norris était tout à fait du même avis, et quoiqu'elle envisageât la chose comme étant très difficile, elle l'encouragea à espérer que tout s'arrangerait pour le mieux. Il est facile de supposer que madame Norris n'écrivit pas en vain à madame Price. Celle-ci sembla plutôt surprise que sa sœur choisit d'adopter sa fille, alors qu'elle avait tant de beaux garçons. Mais elle accepta l'offre avec reconnaissance, en l'assurant que sa fille avait bon caractère, beaucoup d'esprit, et qu'il n'aurait jamais à s'en plaindre. Elle en parla comme d'une petite créature délicate et chétive, mais elle était convaincue que le changement d'air lui ferait le plus grand bien. Pauvre femme, elle pensait sans doute qu'un changement d'air aurait fait un aussi grand bien à ses autres enfants. Chapitre 2. Le voyage de la petite fille s'accomplit sans incident. À Northampton, elle fut rejointe par madame Norris, qui avait réclamé le droit d'être la première à lui souhaiter la bienvenue et à l'amener vers les autres en la recommandant à leur bonté. Fanny Price avait alors juste 10 ans, et s'il n'y eut rien de bien attirant dans son apparence, il n'y avait non plus rien de repoussant. Elle était de petite taille pour son âge, n'avait pas le teint éclatant et rien de séduisant, et était excessivement timide. Mais quoique gauche, son aspect n'avait rien de vulgaire. Sa voix était douce, et quand elle parlait, sa physionomie devenait même jolie. Sir Thomas et Lady Bertram, voyant combien elle avait besoin d'encouragement, la reçurent très gentiment. Sir Thomas tâcha d'avoir pour elle le plus d'amitié qu'il put, mais sans grand résultat à cause de son allure grave. Quant à Lady Bertram, sans se donner la moitié de peine et en disant un mot quand il en disait 10, elle arriva avec un simple sourire à être la moins désagréable des deux. Toute la jeunesse était à la maison et se comporta convenablement, gaiement et sans embarras du moins de la part des garçons qui, âgés respectivement de 16 et 17 ans et grands pour leur âge, avaient déjà l'apparence d'hommes aux yeux de leur jeune cousine. Les deux filles
qui étaient plus jeunes et ressemblaient à leur père, furent moins naturelles, mais elles étaient trop habituées au monde et trop orgueilleuses pour avoir la moindre timidité, et la certitude que leur cousine manquait totalement d'usage leur donna vite un air d'indifférence parfaite. C'était une famille qui avait réellement belle allure. Les fils étaient de beaux et solides garçons, les filles étaient très avenantes. Ils étaient tous grands pour leur âge et admirablement élevés, ce qui rendait plus frappante la différence avec leur petite cousine. On n'aurait pas pu supposer qu'il n'y avait que 2 ans d'écart d'âge entre la plus jeune et Fanny. Julia Bertram n'avait que 12 ans et Maria 1 an de plus à peine. La petite étrangère se trouvait aussi malheureuse que possible. Craignant tout le monde, honteuse d'elle-même et ayant la nostalgie de la maison qu'elle avait quittée, elle ne savait comment se tenir et arrivait difficilement à articuler un mot sans pleurer. Madame Norris lui avait parlé de sa chance inespérée tout le long du chemin, depuis Northampton, et lui avait tant expliqué comment elle devrait se comporter et toute la gratitude qu'elle devait avoir pour ceux qui la recevaient, qu'elle avait conscience d'être une pauvre petite chose pour qui le bonheur n'était pas fait. La fatigue aussi la terrassait après le long voyage qu'elle avait fait, et c'est en vain que sir Thomas lui prodigua sa grande condescendance et madame Norris ses recommandations. Lady Bertram avait beau lui donner son plus beau sourire, la faire asseoir à côté d'elle et lui offrir une appétissante tarte aux groseilles, elle ne pouvait qu'avaler ses larmes en silence, et le sommeil seul arriva à calmer sa peine. « Ce n'est pas un début très prometteur, dit madame Norris, quand Fanny se fut retirée. Après tout ce que je lui avais dit avant d'arriver, je croyais qu'elle se montrerait autrement, d'autant plus que je lui avais bien expliqué que la première impression qu'elle produirait avait beaucoup d'importance. Je souhaite qu'elle n'ait pas le caractère un peu boudeur de sa pauvre mère. Mais nous devons être indulgents vis-à-vis d'une telle enfant. Je ne crois pas que ce soit le fait de quitter sa famille qui la chagrine tant, quoique, malgré toutes les choses qui lui manquaient, ce fût son chez elle quand même. Elle ne peut pas comprendre maintenant combien elle a gagné au change. Cependant, il y a de la modération en toutes choses. » Malgré les avis de madame Norris, il fallut un certain temps pour acclimater Fanny à sa nouvelle vie de Mansfield Park et l'habituer à vivre loin des siens. On ne se préoccupait guère de sa nature un peu sensible. Personne n'était vraiment désagréable pour elle, mais personne non plus ne lui avait donné une petite place dans sa vie. Le jour de congé accordé aux demoiselles Bertram, le lendemain pour faire plus ample connaissance avec leur cousine, ne créa aucun courant sympathique. Elles ne purent cacher leur air de dédain en considérant le trousseau restreint de leur cousine et son ignorance du français. Et lorsqu'elles remarquèrent combien celle-ci paraissait étrangère au duo, qu'elle jouait avec maîtrise, elles lui firent généreusement don de quelques-uns de leurs moins beaux jouets et l'abandonnèrent tandis qu'elles allèrent pratiquer leur plaisir favori, qui était pour l'instant de confectionner des fleurs en papier ou de brûler du papier parfumé. Qu'elle fût près de ses cousines, dans la classe, dans le salon ou dans le parc, Fanny se sentait également solitaire et trouvait un objet de crainte dans chaque endroit ou chaque personne. Elle était désemparée par le silence de Lady Bertram, effrayée des regards sévères de sir Thomas, et excédée des recommandations continuelles de madame Norris. L'aîné de ses cousins l'humiliait par des réflexions sur sa taille et la mortifiait en faisant remarquer sa timidité. Miss Lee s'étonnait de son ignorance et les femmes de chambre se moquaient de ses vêtements. Et lorsqu'au milieu de toutes ces humiliations, elle songeait à ses frères et sœurs, qui la considéraient avec égard parce qu'elle était leur aînée, leur chef de jeu, leur professeur et leur nurse tout ensemble, le désespoir emplissait son pauvre petit cœur. La beauté de l'habitation pouvait l'étonner, mais ne la consolait pas. Les chambres étaient trop vastes pour qu'elle s'y sentît à l'aise, et elle avait peur d'abîmer tout ce qu'elle touchait. Cette terreur ne la quittait pas, et souvent elle se cachait dans sa chambre pour pleurer. La petite fille, dont on disait au salon chaque soir, lorsqu'elle montait coucher, qu'elle était si heureuse de sa bonne fortune, finissait toutes ses journées dans un sommeil plein de sanglots. Une semaine s'était écoulée de la sorte, et personne n'avait encore soupçonné ce qui se passait dans son cœur, quand Edmond, le plus jeune de ses cousins, la trouva un matin tout en pleurs sur l'escalier qui menait de la mansarde.
Ma petite cousine, lui dit-il avec toute la gentillesse d'une bonne nature, que se passe-t-il? Et, s'asseyant près d'elle, il essaya de toutes ses forces de lui faire oublier la honte qu'elle ressentait d'avoir été ainsi surprise en larmes et la persuader de lui ouvrir son cœur. Était-elle malade? Ou quelqu'un avait-il été mauvais pour elle? Ou s'était-elle disputée avec Julia et Maria? Ou avait-elle quelque difficulté à apprendre sa leçon qu'il pouvait lui expliquer? Vraiment, ne pouvait-il faire quelque chose pour elle? Pendant tout un temps, elle ne répondit que par « Non, non, merci ». Mais il insista, et lorsqu'il lui parla de sa famille, elle éclata en sanglots et lui expliqua son chagrin. Il essaya de la consoler. « Vous êtes triste d'avoir quitté votre maman, ma petite Fanny, dit-il. Cela prouve que vous êtes une bonne fille. Mais vous devez vous souvenir que vous êtes chez des parents et des amis, qui tous vous aiment et souhaitent vous rendre heureuse. Allons nous promener dans le parc, et vous me parlerez de vos frères et sœurs. » Pendant qu'elle parlait, il remarqua que, bien qu'elle aimât tous les siens, elle avait une grande préférence pour William, dont elle parlait beaucoup et qu'elle désirait le plus revoir. William, son frère aîné d'1 an, son compagnon et son ami, son défenseur dans toutes ses difficultés avec sa mère, dont il était le chéri, William n'aimait pas qu'elle s'en allât, et lui avait dit combien elle lui manquerait. « Mais je suppose qu'il va vous écrire. »« Oui, il a promis de le faire, mais il avait demandé qu'elle écrivît la première. »« Et quand lui écrivez-vous » Elle secoua la tête et répondit avec hésitation qu'elle n'avait pas de papier. « Si c'est là toute la difficulté, je vous donnerai du papier et tout le reste, et vous écrirez votre lettre quand bon vous semblera. Cela vous rendrait-il heureuse d'écrire à William ? » ?»« Oui, très. »« Alors faites-le tout de suite. Venez avec moi dans la petite salle à déjeuner. Nous y trouverons tout ce qui sera nécessaire. Nous sommes certains d'avoir toute la chambre pour nous. »« Mais, mon cousin, ma lettre sera-t-elle postée ? » ?»« Oui, je m'en occuperai. Je la mettrai avec les autres lettres, et comme votre oncle l'affranchira, cela ne coûtera rien à William. »« Mon oncle ?» répéta Fanny avec un regard craintif. « Oui, quand vous aurez écrit la lettre, j'irai la porter à mon père pour qu'il l'affranchisse. » Fanny eût préféré un autre moyen, mais n'offrit plus de résistance, et ils se rendirent ensemble dans la salle à déjeuner où Edmond lui donna du papier et le ligna avec autant de gentillesse qu'en aurait eu son propre frère, et même plus. Il l'aida de cette façon pendant toute la lettre, et ajouta à toutes ses attentions quelques mots qu'il écrivait de sa main, envoyant avec ses amitiés à William une guinée. Les sentiments que Fanny éprouva alors furent tellement violents qu'elle fut incapable de les exprimer, mais son attitude et les mots qu'elle parvint à articuler étaient si expressifs qu'elle commença à intéresser son cousin. Il lui parla plus longuement, et de tout ce qu'elle disait, il ressortait qu'elle avait un cœur plein de tendresse et le ferme désir d'agir bien dans la vie. Il découvrit qu'elle était digne d'attention pour sa grande sensibilité et son extrême timidité. Il ne lui avait jamais causé aucun chagrin, mais il sentait cependant qu'elle méritait plus de bonté positive et décida de s'efforcer à lui ôter cette crainte qu'elle avait d'eux tous, et de lui donner de bons conseils pour s'entendre gaiement avec Julia et Maria. À dater de ce jour, Fanny se sentit plus à l'aise. Elle avait l'impression d'avoir un ami, et la bonté de son cousin, Edmond, la rendit plus sociable avec les autres. L'endroit où elle vivait lui parut moins étranger, et les gens moins effrayants, et si parmi eux il y en avait encore qu'elle ne pouvait s'empêcher de craindre, elle commença à étudier leurs habitudes et la meilleure façon d'agir avec eux. Son apparence un peu rustique et un peu fruste, qui avait troublé l'uniformité de la tenue de la famille, finit par disparaître. Elle n'eut plus peur de paraître devant son oncle, et ne s'irrita plus des recommandations de sa tante Nourrice. Elle devint une compagne acceptable pour ses cousines, quoique, malheureusement, son infériorité en âge et en instruction ressortit souvent, et qu'un tiers fut nécessaire pour rétablir la paix. Ce tiers était toujours Edmond, indulgent et accommodant, et qui savait faire valoir les qualités de Fanny en faisant appel à leur bonté. Edmond était profondément bon lui-même, et elle n'eut jamais à endurer de lui les sarcasmes qu'elle recevait de Tom, qui, se conduisant comme tant de jeunes hommes,
de 17 ans, se croyait très spirituel en se moquant d'une enfant de 10 ans. À peine entré dans la vie, il était plein de fougue et avait toutes les dispositions du fils aîné né pour le plaisir et la dépense. Sa bonté envers sa petite cousine faisait partie de sa situation et de ses droits, et il lui faisait parfois de jolis cadeaux tout en se moquant d'elle. Comme l'intelligence de Fanny et son allure étaient en grand progrès, sir Thomas et madame Norris se félicitèrent de leur bonne action. Mais il fut reconnu aussi que Fanny, loin d'être très intelligente, avait de grandes dispositions et, de ce fait, pourrait leur donner quelques soucis. Ils avaient d'ailleurs une fausse conception de ses capacités. Fanny savait lire, écrire, travailler, mais on ne lui avait rien appris d'autre, et comme ses cousines constataient son ignorance sur beaucoup de choses qui leur étaient familières depuis longtemps déjà, elles la considéraient comme prodigieusement stupide, et les premières semaines, elles en firent continuellement des gorges chaudes au salon. « Chère maman, songez donc que ma cousine ne sait même pas dessiner la carte d'Europe, ou ma cousine ne connaît pas les principales rivières de Russie, ou elle n'a jamais entendu parler de l'Asie mineure, ou elle ne sait pas la différence entre des crayons de couleur et des couleurs à l'eau. C'est extraordinaire. N'avez-vous jamais entendu quelque chose d'aussi stupide ?» « Ma chère, répondait la prudente tante, c'est très dommage en vérité, mais vous ne devez pas demander que tout le monde soit aussi avancé dans ses études que vous. »« Mais ma tante, elle est tellement ignorante. Figurez-vous que nous lui avons demandé hier soir par quel chemin elle irait en Irlande, et elle nous a répondu qu'elle irait par l'île de White. Elle ne connaît que l'île de White, et elle l'appelle l'île, comme s'il n'y avait pas d'autre île dans le monde. Je suis sûre que j'aurais été honteuse si je n'avais pas été plus instruite à son âge. Je ne me souviens pas du temps où je ne savais pas beaucoup plus qu'elle ne sait aujourd'hui. Combien de temps y a-t-il, ma tante, que nous répétions déjà l'ordre chronologique des rois d'Angleterre avec les dates de leur règne et les principaux événements de celui-ci? Oui, reprit l'autre, et celui des empereurs romains jusqu'à ses vers, sans compter toute la mythologie, la chimie, l'astrologie et la philosophie. Tout cela est très vrai, en effet, ma chérie, mais vous êtes douée de mémoire extraordinaire, et votre pauvre cousine n'en a probablement pas. Il y a de grandes différences entre les mémoires, comme dans beaucoup d'autres choses, et vous devez être indulgente pour votre cousine et la plaindre de cette déficience. Souvenez-vous que si même vous êtes avancée et intelligente, vous devez rester modeste, car si vous savez déjà pas mal de choses, il vous reste beaucoup à apprendre encore. Oui, je sais, mais je dois vous raconter encore une chose si curieuse et si stupide de la part de Fanny. Savez-vous qu'elle ne désire apprendre ni la musique, ni le dessin? Certainement, ma chérie, c'est en effet tout à fait ridicule, et cela montre un manque absolu de goût artistique, mais tout bien considéré, je crois que c'est aussi bien comme cela, car quoique vos parents, grâce à moi, soient assez bons pour l'élever avec vous, il n'est pas nécessaire qu'elle devienne aussi accomplie que vous. Au contraire, il est même à souhaiter qu'il y ait une différence entre vous et elle. Tels étaient les sentiments que madame Norris inculquait à ses nièces, et dès lors, il n'était pas très étonnant qu'avec leur talent prometteur et leur instruction très avancée, elles manquaient totalement de qualités fondamentales de générosité et d'humilité. À part cela, elles étaient admirablement instruites, et sir Thomas ne savait pas ce qui leur manquait, parce que, quoique père exemplaire, il n'était pas lui-même très affectueux extérieurement, et la réserve de ses manières arrêtait toute démonstration de ce genre. Quant à Lady Bertram, elle ne se préoccupait absolument pas de l'éducation de ses filles. Elle n'avait pas de temps pour de telles préoccupations. Elle était de cette sorte de femmes qui passent leur journée, joliment habillées, assises dans un canapé, faisant un long travail à l'aiguille, pensant en général plus à son chien qu'à ses enfants. Mais elle était très indulgente pour ceci, à condition que cela ne la dérange pas, guidée dans toutes les choses importantes par sir Thomas et dans les petites choses par sa sœur. Eût-elle disposé de plus de loisirs pour s'occuper de ses filles, qu'elle aurait probablement supposé que c'était inutile, puisqu'elles étaient confiées à une gouvernante de parfaite éducation et ne devaient rien désirer de plus. Quant à la stupidité de Fanny, elle ne pouvait dire qu'une chose, c'est que c'était de la malchance, mais que certaines personnes naissent stupides, et que Fanny devait faire plus d'efforts. Elle ne savait rien faire d'autre.
mais elle ne trouvait rien de mal dans la pauvre petite créature et l'avait toujours trouvée très rapide et complaisante pour porter ses messages et lui donner ce qu'elle désirait. Avec son ignorance et sa timidité, Fanny était bien établie à Mansfield Park, et tâchant de reporter sur sa nouvelle famille toute l'affection de son ancien home, finissait par y être moins malheureuse avec ses cousines. Maria et Julia n'étaient pas réellement méchantes, et quoique Fanny souffrit souvent de leur façon de la traiter, elle trouvait leurs agissements trop bas pour en être offensée. Peu de temps après son arrivée dans la famille, Lady Bertram, par suite d'une petite indisposition et d'une grande dose d'indolence, décida de quitter la ville, qu'elle était cependant accoutumée d'habiter chaque printemps, et elle alla s'installer tout à fait à la campagne, laissant sir Thomas à ses devoirs du Parlement et sans se demander si son absence nuirait au bon ordre de la maison. À la campagne, les demoiselles Bertram continuèrent à exercer leur mémoire, à étudier leur duo et à devenir des femmes, et leur père les vit avec joie devenir des personnes accomplies comme il le désirait. Son fils aîné était négligent et extravagant, et lui avait déjà donné pas mal de soucis, tandis que ses autres enfants ne lui donnaient que des satisfactions. Ses filles, quoique obligées un jour à quitter leur nom de Bertram, feraient, il en avait l'espoir, de belles alliances, et le caractère d'Edmond, son solide bon sens et sa loyauté de pensée, tendaient à l'amener aux honneurs et à l'action. Pour son bonheur et celui de ceux qui l'entouraient, il deviendrait pasteur. Parmi tous les plans et projets qu'il faisait pour ses enfants, sir Thomas n'oubliait pas de faire ce qu'il pouvait pour les enfants de madame Price. Il l'assista largement dans l'éducation et la situation de ses fils lorsqu'ils arrivèrent en âge de décider leur carrière, et Fanny, quoique complètement séparée de sa famille, était heureusement satisfaite d'apprendre les bontés dont elle était l'objet. Une fois, et seulement une fois, pendant de longues années, elle eut la joie de voir William. Du reste, de sa famille, elle ne vit personne, aucun d'eux ne semblait penser encore à elle-même pour lui faire une visite, et personne ne semblait désirer la revoir. Mais William, décidé à devenir marin, fut invité à passer un week-end près de sa sœur avant de s'embarquer. On peut imaginer la joie de leur rencontre, leur bonheur d'être ensemble, les heures délicieuses qu'ils passèrent et les longues causeries qu'ils échangèrent, aussi bien que le chagrin profond du garçon quand il s'en alla, peut-être pour toujours, et la détresse de la petite fille quand il la quitta. Heureusement, cette visite eut lieu pendant les vacances de Noël, de sorte que Fanny put compter sur les paroles de réconfort de son cousin Edmond, qui lui montra d'une façon si charmante la belle carrière de William qu'elle finit par admettre que la séparation était une nécessité. L'amitié d'Edmond ne lui manqua jamais. Lorsqu'il quitta Eton pour Oxford, il continua à se montrer aussi prévenant et bon pour elle, et profita de chaque occasion pour le lui prouver. Sans vouloir avoir l'air de faire plus que les autres, et sans crainte de faire trop, il s'occupa toujours de ses intérêts, en considérant ses goûts, et tâcha de faire ressortir ses meilleures qualités en luttant contre la défiance qui les rendait moins visibles, et lui donna des conseils, des encouragements et des consolations. Mise au rencard, comme elle l'était par tout le monde, son appui seul ne pouvait guère lui suffire pour se mettre en évidence, mais la préoccupation d'Edmond était autre. Il voulait l'aider d'abord à faire des progrès intellectuels et à y trouver du plaisir. Il la savait intelligente, d'une compréhension rapide et d'un bon jugement, et ayant une vraie passion pour la lecture, qui, bien dirigée, devait être une éducation par elle-même. Miss Lee lui apprenait le français, et chaque jour un peu d'histoire, mais il lui conseilla les livres qui charmaient ses heures de loisir, encouragea son goût et corrigea son jugement. Il rendait ses lectures profitables en lui parlant de ce qu'elle avait lu et en rehaussant leurs attraits par quelques éloges judicieux. En retour, elle l'aima plus que n'importe qui d'autre, excepté William. Son cœur se partageait entre deux. Chapitre 3. Le premier événement de quelque importance dans la famille fut la mort de M. Norris, qui advint lorsque Fanny atteignit 15 ans. Cette mort apporta nécessairement des changements et des nouveautés. Madame Norris, en quittant le presbytère, s'installa d'abord au parc, après quoi elle alla dans une petite maison qui appartenait à sir Thomas, dans le village, et se consola de la perte de son mari en considérant qu'elle pouvait très bien s'en passer en vivant d'une façon économe, avec ses revenus nécessairement réduits. La cure aurait dû revenir à Edmond, et si son oncle était mort quelques années auparavant,
elle aurait été remise de droit à quelque ami en attendant qu'il fût en âge d'entrer dans les ordres. Mais les extravagances de Tom avaient jusqu'alors été si grandes qu'il était nécessaire de prendre des dispositions différentes au plus tôt. Le plus jeune frère devait aider à payer les plaisirs de l'aîné. Il y avait une autre cure de famille, actuellement à la disposition d'Edmond, mais quoique cette circonstance se fût mieux arrangée avec la conscience de sir Thomas, il ne pouvait pas s'empêcher d'en sentir l'injustice, et il essaya sérieusement de la faire comprendre à son fils aîné, avec l'espoir qu'il serait touché, et que cela lui ferait plus d'effet que tout ce qu'il avait essayé jusqu'ici. « Je rougis pour vous, Tom, dit-il, avec son air le plus digne. Je rougis de l'expédient auquel je dois recourir, et j'espère vous apitoyer en cette occasion dans vos sentiments de frère. Vous avez volé à Edmond 10, 20, 30 ans, et peut-être, pour la vie, plus de la moitié de ce qui lui revenait. Il peut être dans mon pouvoir ou dans le vôtre, et j'espère qu'il en sera ainsi, de lui procurer un meilleur avancement, mais il ne doit pas être oublié qu'aucun bénéfice de cette sorte n'existerait si nous ne le lui avions demandé, et que rien ne peut en réalité être équivalent à l'avantage certain qu'il est obligé de devancer à cause de l'urgence de vos dettes. » Tom écoutait avec quelque peu de honte et de tristesse, mais se soustrayait aussi vite que possible, déclarant avec un égoïsme frivole que, premièrement, il n'avait pas fait la moitié des dettes de ses amis, secondement, que son père en avait fait tout un drame, et troisièmement, que le futur bénéficiaire, quel qu'il fût, mourrait probablement bientôt. À la mort de M. Norris, le poste revenait de droit à un certain M. Grant, qui en conséquence vint habiter Mansfield, et malgré les prédictions de M. Bertram, semblait être un homme de 45 ans en parfaite santé. Mais non, il avait un petit cou, était d'une espèce de genre apoplectique et trop grand amateur de bonnes choses. Il ne ferait pas long feu. Il avait une femme de 15 ans plus jeune, mais pas d'enfant. Les deux époux avaient la réputation d'être des gens très respectables et très agréables. Le moment était venu maintenant où sir Thomas supposait que sa belle-sœur allait réclamer sa nièce près d'elle. Son changement de situation, les progrès que Fanny avait réalisés en grandissant, semblaient ne plus apporter d'objection à ce qu'elles vivent ensemble, mais au contraire rendaient naturelle leur réunion. Comme d'une part les revenus de sir Thomas avaient diminué en raison des pertes récentes dans ses États des Indes, en surplus des extravagances de son fils aîné, il devenait désirable pour lui d'être délivré de la charge et des obligations de son établissement futur. Certain qu'il ne pouvait en être autrement, il en parla à sa femme, et la première fois que celle-ci eut l'occasion de voir Fanny, elle lui dit « Alors, vous allez nous quitter et vivre avec ma sœur? Êtes-vous contente ?» Fanny fut trop surprise pour dire autre chose que répéter les mots de sa tante. « Vous quitter ?»« Oui, ma chérie. Pourquoi en seriez-vous étonnée? Vous êtes resté 5 ans avec nous, et ma sœur a toujours désiré vous prendre près d'elle, si son mari mourait. Mais vous devez revenir chez nous autant de fois que vous le désirez. » La nouvelle était pour Fanny aussi désagréable qu'inattendue. Elle n'avait jamais reçu de témoignage de bonté de la part de sa tante Norris, et ne pouvait l'aimer. « Je serais très triste de partir, » dit-elle avec une voix altérée. « Oui, je comprends cela, c'est assez naturel. Je ne crois pas que rien puisse jamais vous affliger depuis que vous êtes venue dans cette maison comme une pauvre petite créature. »« J'espère que je ne suis pas ingrate, ma tante, » dit Fanny modestement. « Non, ma chère, j'espère que non, mais vous êtes sûre d'avoir une maison confortable. Cela ne fera pas une grande différence pour vous d'être dans une maison ou une autre. » Fanny quitta la chambre avec un cœur très triste. Elle ne trouvait pas la différence si petite, et elle n'éprouvait aucune satisfaction à vivre avec sa tante. Dès qu'elle rencontra Edmond, elle lui raconta son chagrin. « Cousin, dit-elle, quelque chose va arriver que je n'aime pas du tout, et quoique vous m'ayez toujours persuadé de prendre du bon côté les choses que je n'aimais pas, au premier abord, vous ne serez pas capable de m'aider cette fois-ci. Je vais aller vivre entièrement avec ma tante Norris. »« Vraiment ? » ?»« Oui, ma tante Bertram vient de me l'annoncer à l'instant. C'est décidé. Je vais quitter Mansfield Park et aller à la Maison Blanche dès qu'elle y sera installée, je suppose. »« Eh bien, Fanny, si le projet ne vous déplaisait pas, je le trouverais excellent. »« Oh, cousin, il y a beaucoup de choses pour lui. Ma tante se montre une femme sensée en vous désirant près d'elle.
Elle choisit une amie et une compagne exactement où elle le devait, et je suis content que son amour de l'argent ne l'en ait pas empêché. Vous serez tout à fait ce que vous devez être pour elle. J'espère que cela ne vous peine pas trop, Fanny. Mais si, cela me peine. Je ne puis pas l'aimer. J'aime cette maison et tout ce qu'elle renferme, et je ne pourrais rien aimer là-bas. Vous savez combien je suis mal à l'aise avec elle. Je ne puis rien dire de sa façon d'être envers vous, quand vous étiez enfant, mais ce fut la même chose pour nous tous. Elle n'a jamais su être aimable pour les enfants. Mais maintenant vous êtes d'un âge à être très mieux. Je pense d'ailleurs qu'elle se comporte déjà autrement, et quand vous serez sa seule compagne, vous lui deviendrez nécessaire. Je ne serai jamais nécessaire à personne. Qu'est-ce qui vous en empêcherait? Tout, ma situation, ma bêtise et ma médiocrité. Quant à votre bêtise et à votre médiocrité, ma chère Fanny, croyez-moi, vous n'avez jamais possédé l'ombre de l'une ou de l'autre, excepté en employant ces mots improprement. Il n'y a aucune raison au monde pour que vous ne vous rendiez pas nécessaire quand vous êtes bien connu. Vous avez du bon sens, un bon caractère, et je suis sûre que vous avez un cœur reconnaissant qui ne veut pas recevoir de bontés sans souhaiter pouvoir les rendre. Je ne connais pas de plus belle qualité pour une amie et une compagne. Vous êtes trop bon, répondit Fanny en rougissant sous de tels compliments. Comment pourrais-je jamais vous remercier comme je le voudrais pour l'estime que vous me donnez? Oh, cousin, si je dois partir, je me souviendrai de votre bonté jusqu'à la fin de ma vie. Mais réellement, Fanny, j'espère que vous vous souviendrez de moi quand vous serez à la Maison Blanche, qui n'est guère loin d'ici. Vous parlez comme si vous vous en alliez à 200 milles d'ici, alors que c'est de l'autre côté du parc. Mais vous restez des nôtres autant qu'avant. Les deux familles se verront chaque jour de l'année, et la seule différence sera que, vivant avec votre tante, vous devrez nécessairement prendre la place qui vous revient dans la vie. Ici, il y a trop de personnes derrière lesquelles vous vous cachez. Mais avec elle, vous serez forcé de parler pour vous-même. Oh, ne dites pas cela. Je dois le dire, et je le dis avec plaisir. Madame Norris est bien mieux placée que ma mère pour s'occuper de vous maintenant. Elle fera beaucoup pour quelqu'un à qui elle s'intéresse vraiment, et elle vous forcera à rendre justice à vos qualités naturelles. Fanny soupira et répondit. Je ne puis pas voir les choses comme vous, mais je devrais vous croire. Cependant, et je vous suis très obligée d'essayer de m'habituer à ce qui doit être. Si je pouvais croire que ma tante s'intéresse vraiment à moi, ce serait délicieux de sentir que je suis utile à quelqu'un. Ici, je sais que je ne comptais pour personne, et cependant, j'aimais tant cet endroit. L'endroit est justement ce que vous ne quittez pas en quittant la maison, Fanny. Vous aurez la disposition du parc et des jardins comme auparavant. Même votre petit cœur fidèle ne doit pas craindre ce changement purement nominal. Vous aurez les mêmes promenades à parcourir, la même librairie pour vous distraire, les mêmes gens à rencontrer, et le même cheval à monter. C'est vrai. Oui, ce cher vieux poney gris. Ah, cousin, quand je me rappelle combien j'avais peur de monter, quelle terreur me prenait quand j'entendais dire que cela me ferait du bien. Oh, ce que je tremblais quand mon oncle parlait de chevaux. Et puis, quand je songe à la peine que vous vous êtes donnée à me faire entendre raison et à calmer mes frayeurs, et la patience avec laquelle vous m'avez convaincu que j'aimerais monter après un petit temps, et combien vous aviez raison. Je suis encline à espérer que vous puissiez toujours prophétiser aussi bien. Et je suis tout à fait convaincu que votre existence avec madame Norris sera aussi bonne pour votre esprit que monter à cheval a été bon pour votre santé, et en même temps pour votre plus grand bonheur. Ainsi se termina leur conversation qui, avec tout le bien qu'elle aurait pu faire à Fanny, s'avéra totalement inutile par le fait que jamais madame Norris n'avait la plus petite intention de la prendre chez elle. Cela ne lui était jamais venu à l'esprit, sinon comme une chose à éviter avec soin. Pour prévenir cette demande, elle s'était installée dans la plus petite habitation qui existât dans tout Mansfield Park, la Maison Blanche étant juste assez grande pour la recevoir avec ses servantes et comprendre une chambre d'amis à laquelle elle tenait particulièrement. La chambre d'amis n'avait jamais été employée au presbytère, mais s'avérait aujourd'hui d'une absolue nécessité. Cependant, toutes ces précautions furent supposées avoir une meilleure intention, et son insistance pour avoir cette chambre d'amis pouvait avoir trompé sir Thomas, lui faisant supposer qu'elle était réellement destinée à Fanny. Lady Bertram éclaircit bientôt la question en disant à madame Norris, sans détour,
Je pense, ma sœur, que nous n'aurons plus besoin de garder Miss Lee quand Fanny ira vivre avec vous. Madame Norris sursauta. Vivre avec moi? Chère Lady Bertram, que voulez-vous dire? Ne va-t-elle pas aller vivre chez vous? Je croyais que c'était arrangé avec Sir Thomas. Moi? Jamais. Je n'en ai jamais touché un mot à Sir Thomas, et lui ne m'en a pas parlé. Fanny, vivre avec moi? C'était la dernière chose à laquelle j'aurais pensé ou que quelqu'un nous connaissant toutes deux aurait souhaité. Bon Dieu, que pourrais-je faire de Fanny? Moi, une pauvre veuve solitaire, inutile, bonne à rien, l'esprit tout à fait abattu. Que pourrais-je faire avec une jeune fille qui en est à ce moment-là de la vie, à 15 ans, l'âge qui précisément demande le plus de soins et d'attention et qui a de plus de goût pour la dissipation? Il n'est pas possible que Sir Thomas ait envisagé une chose pareille. Sir Thomas est mon ami et personne me souhaitant du bien n'aurait proposé cela. Comment vous en a-t-il parlé? Au fait, je ne sais pas. Je suppose qu'il trouvait que c'était le mieux. Mais qu'en a-t-il dit? Il ne peut pas avoir dit qu'il désirait que je prenne Fanny. Je suis sûre que dans son cœur, il ne peut souhaiter cela. Non, il a seulement dit qu'il croyait que c'était très probable, et je l'ai cru aussi. Nous pensons tous les deux que ce serait un agrément pour vous, mais si vous ne le désirez pas, on n'en parlera plus. Elle ne nous encombre pas ici. Chère sœur, si vous considérez ma situation malheureuse, comment peut-elle être un agrément pour moi? Me voilà privée du meilleur des maris, voilà ma santé ébranlée en le soignant et en le veillant, mes esprits dans un état encore pire, toute la paix de ma vie détruite avec à peine de quoi tenir mon rang de femme du monde et de quoi me permettre de vivre sans déshonorer la mémoire de mon cher disparu. Quel agrément voulez-vous que je trouve en prenant une telle charge que Fanny? Je ne voudrais pas, pour mon propre salut, faire une chose aussi injuste vis-à-vis de cette pauvre petite. Elle est en de bonnes mains et assurée de faire le bien. Je dois lutter seule avec mes difficultés et mes chagrins comme je le puis. Alors, cela ne vous fera rien de vivre toute seule? Chère Lady Bertram, quel est mon lot sinon la solitude? De temps à autre, j'espère avoir une amie dans mon petit cottage. J'aurai toujours un lit pour les amis, mais la plupart de mes jours futurs se passeront dans une réclusion complète. Que je puisse nouer les deux bouts, c'est tout ce que je demande. J'espère, ma sœur, que les choses n'iront pas si mal que vous le dites cependant, puisque Sir Thomas a dit que vous auriez 600 livres par an. Je ne me plains pas, Lady Bertram. Je sais que je ne puis plus vivre comme je le faisais, mais je dois supprimer ce que je puis et apprendre à être une meilleure ménagère. J'ai été une maîtresse de maison très libérale, mais je ne rougirai pas de faire maintenant des économies. Ma situation a diminué avec mes revenus. M. Norris avait, comme pasteur, des grands devoirs vis-à-vis de la paroisse, dont je ne devrais plus me soucier. Personne ne sait combien il a été dépensé dans notre cuisine pour des mendiants et des vagabonds. À la Maison Blanche, je surveillerai cela. Je dois vivre de ma rente. Sinon, je serais misérable. Et si je parvenais à mettre un peu de côté au bout de l'année, j'en serais très satisfaite. Je crois que vous pourrez. Vous l'avez toujours fait, n'est-ce pas? Mon but, Lady Bertram, est d'être utile à ceux qui viendront après moi. C'est pour le bien de vos enfants que je souhaite être plus riche. Je n'ai personne d'autre à qui m'intéresser, mais je serais très contente de penser que je pourrais leur laisser à chacun une bagatelle qui en vaudrait la peine. Vous êtes très bonne, mais ne vous préoccupez pas d'eux. Ils sont sûrs de ne manquer de rien. Sir Thomas s'en occupera. Mais les moyens de Sir Thomas seront fatalement amoindris. Vous savez, si l'État d'Antigua continue à donner si peu de revenus. Oh, cela va s'arranger. Je sais que Sir Thomas a écrit à ce sujet. Eh bien, Lady Bertram, dit madame Norris en se levant pour partir, je ne puis que vous dire que mon seul désir est d'être de quelque utilité à votre famille. Et si Sir Thomas reparlait jamais de Fanny, vous pourriez lui dire que ma santé et mes esprits rendent la chose hors de question, d'autant plus que je n'aurai pas même un lit à lui donner, puisque je dois garder une chambre pour mes amis. Lady Bertram donna suffisamment d'extraits de cette conversation à son mari pour lui ôter toutes ses illusions sur les vues de sa belle-sœur, et dès lors, elle fut tout à fait à l'abri d'aucune demande ou de la moindre allusion de sa part. Il ne peut que s'étonner de son refus de faire quelque chose pour une nièce qu'elle avait si chaudement recommandée, mais comme elle prit grand soin de lui faire comprendre ainsi
qu'à Lady Bertram que tout ce qu'elle possédait reviendrait à leur famille, il admit la situation comme elle était, ce qui, en lui donnant tous les avantages, lui permettait d'aider plus facilement Fanny lui-même. Fanny apprit bientôt combien avaient été vaines ses craintes de départ, et la joie spontanée et sincère qu'elle montrait consola Edmond du désappointement qu'il eut de ne pas voir s'accomplir ce qu'il croyait préférable pour elle. Madame Norris s'installa à la Maison-Blanche, les Grant arrivèrent au presbytère, et la vie reprit à Mansfield, comme à l'ordinaire, pour un certain temps. Les Grant se montrèrent aimables et sociables, et dans l'ensemble plurent à leurs nouvelles relations. Ils avaient naturellement leurs défauts, et madame Norris les eut bientôt trouvés. Le docteur était très gourmand, et désirait un bon dîner chaque jour, tandis que madame Grant, au lieu de tâcher d'être économe, donnait à sa cuisinière des gages aussi forts que ceux que l'on donnait à Mansfield Park, et mettait rarement les pieds à la cuisine. Madame Norris ne pouvait parler sans humeur de tels abus, ni de la quantité de beurre et d'œufs qui étaient réellement employés dans cette maison. Personne plus qu'elle n'aimait l'abondance et l'hospitalité, personne ne détestait plus qu'elle les actions compatissantes. Le presbytère n'avait jamais manqué de confort quand elle y était, lui semblait-il, mais elle ne pouvait comprendre cette façon de faire. Une dame trop élégante dans un presbytère de campagne n'était pas à sa place. Elle trouvait que sa chambre à provisions eût été bien suffisante pour madame Grant. Malgré toutes ses enquêtes, elle ne put jamais découvrir que madame Grant possédait plus que 500 livres. Lady Bertram écouta toutes ces histoires sans le moindre intérêt. Elle ne désirait pas entrer dans les erreurs d'économie des autres, mais elle ressentit une offense à sa beauté dans le fait que madame Grant était si bien établie dans la vie sans être jolie, et exprimait un étonnement sur ce point aussi souvent que madame Norris redisait son indignation sur l'autre. Ces opinions avaient déjà été beaucoup discutées quand un autre événement de grande importance arriva dans la famille, qui absorba les pensées et les conversations des dames. Sir Thomas trouva nécessaire de partir pour Antigua lui-même afin d'arranger ses affaires, et prit avec lui son fils aîné, dans l'espoir de le détacher de certaines relations indésirables. Ils quittèrent l'Angleterre avec la demi-certitude d'être absents pendant à peu près 12 mois. La nécessité de ce voyage, au point de vue pécuniaire, et l'espoir qu'il serait salutaire à son fils, consola Sir Thomas de l'ennui de quitter le reste de sa famille et de laisser ses filles sous la direction des autres, au moment le plus délicat de leur vie. Il ne voyait pas Lady Bertram capable de le remplacer, ou même de s'occuper d'elle, mais il avait suffisamment confiance dans la surveillance soutenue de madame Norris et dans le jugement d'Edmond pour pouvoir s'en aller sans crainte quant à leur conduite. Lady Bertram n'aimait pas du tout l'idée que son mari la quittait, mais elle ne s'inquiétait ni de sa sécurité ni de son confort, étant l'une de ces personnes qui pensent que rien n'est dangereux ni difficile, ni fatigant, si ce n'est pour elle-même. Les demoiselles Bertram furent le plus à plaindre dans cette occasion, pas pour leur chagrin, mais pour leur indifférence totale. Elles n'avaient pas une affection énorme pour leur père, qui était étranger à leur plaisir. Son absence leur plaisait plutôt. Elles se sentaient soulagées de toute retenue, et sans prétendre à des amusements qui auraient été sans doute défendus par sir Thomas, se sentirent immédiatement très libres d'agir comme bon leur semblait. Fanny eut la même impression que ses cousines, mais sa nature plus sensible lui suggéra en même temps la pensée que ses sentiments étaient ingrats, et elle se chagrina de ne pas pouvoir se tourmenter davantage. Sir Thomas, qui avait tant fait pour elle et ses frères, et qui était parti peut-être pour ne jamais revenir, et elle pouvait le voir partir sans une larme, c'était une monstrueuse insensibilité. Il lui avait dit, justement ce dernier matin, qu'il espérait qu'elle pourrait de nouveau revoir William l'hiver prochain, et l'avait chargé de lui écrire et de l'inviter à Mansfield aussitôt que son escadre serait en Angleterre. C'était si délicat et si bon, et s'il avait seulement souri en le disant, et l'avait appelée « ma chère Fanny », toute sa froideur passée aurait été oubliée. Mais il avait terminé son discours d'une façon mortifiante pour elle, en disant « Si William vient à Mansfield, j'espère que vous serez capable de le convaincre que les nombreuses années qui se sont passées depuis que vous êtes séparés n'ont pas été sans apporter quelque progrès à votre condition, quoique je craigne qu'il retrouve sa sœur à 16 ans, la même à peu près qu'elle n'était à 10 ans.
Elle avait pleuré amèrement sur ses réflexions quand son oncle était parti, et ses cousines, en la voyant avec des yeux rouges, la traitèrent d'hypocrite. Chapitre 4. Tom Bertram avait passé si peu de temps à la maison que son absence ne fut guère remarquée, et Lady Bertram fut même très étonnée de découvrir qu'ils se passaient tous très bien de leur père et qu'Edmond le remplaçait, parlait au régisseur, écrivait à l'avocat, commandait au domestique et lui épargnait toute fatigue inutile, excepté celle de lui dicter ses lettres. La nouvelle de l'arrivée sain et sauf des voyageurs à Antigua, après un excellent voyage, arriva, mais pas avant que madame Norris n'eût inquiété tout le monde par de terribles suppositions, et pas avant qu'elle n'eût déjà pris toutes les dispositions en cas de catastrophe. L'hiver arriva et se passa sans incident, et les nouvelles furent toujours excellentes. Madame Norris était tout le temps occupée à procurer des amusements à ses nièces, à les assister dans leurs toilettes, vantant leur qualité et cherchant des maris possibles, en plus de ses occupations de maîtresse de maison et de ses interventions dans celles de sa sœur, ainsi que les dépenses de madame Grant, si bien qu'elle avait peu d'occasion de penser à l'absent. Les demoiselles Bertram étaient maintenant tout à fait semblables aux élégantes du voisinage, et comme elles unissaient à la beauté une grâce naturelle et des manières aisées, et qu'elles avaient été élevées avec soin dans tous les devoirs d'une jeune fille parfaite, elles récoltaient toutes les faveurs et tous les compliments. La vanité était tellement ancrée en elles que ceci et celle-là leur paraissaient naturels, tandis que les éloges que leur tante ne cessait de leur faire les renforcèrent dans l'idée qu'elles étaient sans défaut. Lady Bertram ne se montrait pas en public avec ses filles. Elle était trop indolente, même pour s'astreindre à aller recevoir les félicitations qu'on n'aurait pas manqué de lui faire sur le succès de ses filles, et elle laissa ce soin à sa sœur, qui ne désirait rien de plus que ce poste honorable, par lequel elle pouvait s'immiscer dans toute la société sans avoir de responsabilité personnelle. Fanny n'avait pas sa part des fêtes de la saison, mais elle se plaisait à tenir compagnie à sa tante quand tout le reste de la famille était sorti, et comme Miss Lee avait quitté Mansfield, elle devint naturellement très nécessaire à Lady Bertram, pendant une nuit de bal ou pendant une fête. Elle lui parlait, l'écoutait, lui faisait la lecture, et la tranquillité de telles soirées, avec la certitude de n'entendre aucune méchanceté pendant ses tête-à-tête, lui apportait un vrai repos dans la vie ballottée qu'elle menait. Elle aimait à entendre le compte-rendu des plaisirs de ses cousines, spécialement des bals, et apprendre avec qui Edmond avait dansé, mais elle avait une trop petite idée de sa situation pour imaginer qu'elle aurait jamais de ces joies, et de ce fait ne nourrissait aucune jalousie. Dans l'ensemble, ce fut un bon hiver pour elle. Il ne ramena pas William en Angleterre, mais elle espérait toujours sa venue. Le printemps suivant la priva de son inestimable ami, le vieux poney gris, et pendant tout un temps sa santé s'en ressentit très fort, car sans compter l'habitude qu'elle avait de le monter, on ne s'occupa plus de lui faire monter un autre cheval, parce que ses tantes déclarèrent qu'elle pourrait monter un de ceux de ses cousines, quand celle-ci n'en avait pas envie, et comme les demoiselles Bertram montaient à cheval chaque fois qu'il faisait beau, et ne connaissaient pas le geste de faire le sacrifice de leur plaisir, elle ne monta plus jamais. Elles firent leurs agréables promenades chaque matin d'avril et de mai, tandis que Fanny restait assise à la maison, près d'une de ses tantes, ou marchait au-delà de ses forces à l'instigation de l'autre. Car Lady Bertram trouvait que faire de l'exercice était une chose inutile pour les autres, ne l'aimant pas elle-même, et madame Norris, qui marchait toute la journée, trouvait au contraire que tout le monde devait marcher autant qu'elle. Edmond était absent en ce moment, sans quoi il aurait vite remédié au mal. Lorsqu'il revint et constata ce qui arrivait à Fanny et les mauvais effets qui en étaient résultés, il décida tout de suite que Fanny devait avoir un cheval, malgré les protestations de sa mère et de sa tante. Madame Norris pensa que l'on trouverait bien un vieux cheval qui ferait largement l'affaire, chez quelque habitant du parc, ou que l'on pourrait emprunter celui du régisseur, ou que peut-être le révérend Grant pourrait, de temps à autre, leur louer le poney qu'il envoyait pour la poste. Elle ne pouvait pas s'empêcher de considérer comme absolument inutile et même peu admissible que Fanny ait un cheval à elle, comme ses cousines.
Elle était sûre que ce n'était pas dans les désirs de sir Thomas, et elle n'admettait pas qu'en son absence on fît une telle acquisition et qu'on augmentât ainsi grandement les frais de son écurie, au moment où ses revenus étaient justement très incertains. Edmond répondait fermement. « Fanny doit avoir un cheval. » Madame Norris n'était pas d'accord à ce sujet, mais Lady Bertram était tout à fait du même avis que son fils. Cependant, afin de ne pas déplaire à son mari, elle proposa d'attendre septembre. Il n'y aurait pas d'inconvénient à attendre jusqu'alors. Quoique la façon dont sa tante traitait Fanny lui déplût bien plus que la façon d'agir de sa mère à son égard, Edmond dut s'incliner en principe. Il décida de trouver un moyen qui n'encouragerait pas les critiques de son père et qui procurerait en même temps à Fanny la possibilité immédiate de refaire ses exercices dont il savait qu'elle avait grand besoin. Il avait 3 chevaux à lui, mais aucun ne convenait à une dame. 2 étaient des étalons, et le 3e était un cheval de trait. Il résolut d'échanger ce dernier contre un cheval que sa cousine pourrait monter. Il savait où en trouver un, et ainsi décidé, il conclut rapidement l'affaire. La nouvelle jument était une petite merveille, et s'adapta vite à sa nouvelle maîtresse. Fanny eut ainsi son cheval à elle. Elle n'aurait jamais cru auparavant qu'elle pût s'habituer à un autre cheval qu'à son vieux poney gris, mais le plaisir qu'elle eut à monter la jument d'Edmond dépassa ses désirs et ne pouvait s'exprimer en mots. Son cousin représentait pour elle l'exemple de la bonté et de la générosité que personne comme elle ne pouvait apprécier à sa valeur, et elle ne connaissait pas de sentiment qui était suffisant pour le payer en retour. Celui qu'elle éprouvait pour lui était fait d'estime, de reconnaissance, de confiance et de tendresse. Comme le cheval restait en nom la propriété d'Edmond, madame Norris put admettre que Fanny en disposât, et si même Lady Bertram avait encore trouvé valable son objection, Edmond allait être excusé à ses yeux de n'avoir pas attendu le retour de sir Thomas en septembre, car quand septembre arriva, sir Bertram était encore à l'étranger et ne paraissait pas être si près de terminer son affaire. Des circonstances désagréables avaient surgi tout à coup au moment où il songeait à rentrer en Angleterre, et l'incertitude dans laquelle se trouvaient à nouveau ses affaires l'obligea à renvoyer son fils à la maison pour attendre que les arrangements aient été conclus. Tom revint sain et sauf, en apportant d'excellentes nouvelles de la santé de son père, mais trop peu de détails de la vie de madame Norris. Le fait que sir Thomas renvoyait son fils lui semblait une précaution que le père prenait en prévision d'un danger qu'il pourrait courir, et elle ne pouvait s'empêcher d'avoir de terribles pressentiments. Tandis qu'arrivaient les longues soirées d'automne, elle était tellement hantée par ses idées, dans la triste solitude de son cottage, qu'elle fut obligée de venir se réfugier dans la salle à manger du parc. Le retour des fêtes d'hiver eut cependant un heureux effet sur son esprit, car elle était tellement préoccupée à surveiller les succès de l'aînée de ses nièces que ses nerfs se calmèrent lentement. S'il arrivait que le pauvre sir Thomas ne revînt jamais, il serait particulièrement consolant de voir leur chère Maria bien mariée, songeait-elle souvent, surtout quand elle se trouvait en compagnie d'hommes d'avenir, et spécialement lorsque lui fut présenté un jeune homme qui venait d'acquérir une des plus belles situations de la contrée. Monsieur Rushworth fut immédiatement conquis par la beauté de Miss Bertram, et étant disposé à se marier, en tomba follement amoureux. C'était un jeune homme d'allure assez lourde, et qui n'avait pas beaucoup d'autres qualités, sinon un grand bon sens. Mais comme il n'y avait rien de déplaisant dans son visage ni dans son maintien, la jeune fille fut satisfaite de sa conquête. Étant arrivée à ses 21 ans, Maria Bertram commençait à songer au mariage comme à un devoir, et comme une union avec M. Rushworth lui apporterait la jouissance d'un revenu plus grand que celui dont elle disposait chez son père, en plus d'une habitation en ville, ce qui était son premier désir, il lui apparut comme une obligation morale d'épouser M. Rushworth, si elle le pouvait. Madame Norris encouragea de toutes ses forces ce projet, en tâchant de faire des suggestions afin de mettre les 2 parties d'accord, et entre autres moyens en recherchant l'intimité de la mère du jeune homme qui vivait avec lui et à qui elle obligea Lady Bertram à aller rendre une visite matinale en faisant 10 milles de mauvaise route. Il ne se passa pas beaucoup de temps avant qu'une bonne entente ne se manifestât entre la mère de M. Rushworth
et elle-même. Madame Rushworth lui expliqua combien elle était désireuse de voir son fils marié, et déclara que de toutes les jeunes filles qu'elle avait rencontrées, mademoiselle Bertram semblait, par ses qualités et son éducation parfaite, être tout à fait désignée pour rendre son fils heureux. Madame Norris accepta les compliments et félicita madame Rushworth d'avoir su discerner si justement où se trouvait le vrai mérite. Maria était en effet l'orgueil et la joie de tous, sans aucun défaut, vraiment un ange enfin, et évidemment si comblée d'admirateurs qu'elle devait être difficile dans son choix. Mais pour le peu de connaissances que madame Norris avait de m Rushworth, il lui semblait pouvoir déjà dire qu'il apparaissait remplir les conditions d'un jeune homme parfait, digne d'en être aimé. Après avoir dansé ensemble à un assez grand nombre de bals, les jeunes gens se plurent tout à fait et se fiancèrent, à la satisfaction de leur famille et avec l'approbation générale de tout le voisinage qui, depuis des semaines déjà, prévoyait un mariage entre mademoiselle Bertram et m Rushworth. Il se passa plusieurs mois avant que le consentement de sir Thomas ne pût arriver, mais en attendant, comme il n'y avait aucun doute sur son assentiment, les pourparlers entre les deux familles suivirent leur cours normal, quoique madame Norris répétât à qui voulait l'entendre qu'on devait attendre de ses nouvelles. Edmond était le seul de la famille qui voyait un défaut dans cette affaire, et toutes les raisons de sa tante ne parvinrent pas à lui faire trouver que m Rushworth était un mari désirable. Il admettait que sa sœur fût le meilleur juge de son bonheur, mais il ne comprenait pas que ce bonheur trouvât son centre rien que dans un large revenu, pas plus qu'il ne pouvait s'empêcher de se dire à lui-même, quand il se trouvait en présence de m Rushworth, que, si cet homme ne possédait pas 1200 livres de revenu par an, il serait un être absolument stupide. Cependant, sir Thomas fut réellement heureux à l'annonce de cette alliance si indéniablement avantageuse, et dont il n'entendait que le bon et l'agréable. C'était une union tout à fait désirable, dans le même département et ayant les mêmes intérêts, et son adhésion la plus cordiale fut envoyée aussi vite que possible. Il mit seulement comme condition que le mariage n'aurait pas lieu avant son retour qu'il espérait très prochain. Il écrivit en avril et avait un ferme espoir que ses affaires seraient terminées d'une façon satisfaisante afin qu'il pût quitter Antigua avant la fin de l'été. Nous étions au mois de juillet et Fanny venait d'atteindre ses 18 ans, lorsque le village s'accrut de 2 nouveaux hôtes, le frère et la sœur de madame Grant, appelés monsieur et mademoiselle Crawford, enfants du second mariage de sa mère. C'étaient des jeunes gens d'avenir. Le fils avait une belle situation à Norfolk. La fille possédait 20 000 livres. Quand ils étaient enfants, leur sœur les aimait beaucoup. Mais comme son propre mariage avait été bientôt suivi de la mort de leur mère, qui les laissait aux bons soins d'un frère de leur père, que madame Grant ne connaissait pas, elle les avait tout à fait perdus de vue depuis lors. Ils avaient trouvé un accueil charmant dans la maison de leur oncle. L'amiral et madame Crawford, qui ne s'entendaient pour rien d'autre, étaient unis dans leur affection pour ces 2 enfants, ou du moins n'étaient-ils pas adversaires dans cette occasion, quoique chacun eût son favori et le montrât ouvertement. Madame Crawford préférait la fille. L'amiral avait toutes les indulgences pour le garçon. Et ce fut la mort de cette dame qui obligeait sa protégée, après quelques mois d'essai dans la maison de son oncle, à chercher une autre habitation. L'amiral Crawford était un homme de mauvaise conduite, qui, au lieu de respecter sa nièce, amenait ses maîtresses chez lui. En ceci, madame Grant se sentait en dette vis-à-vis de sa sœur, en lui proposant de venir près d'elle. Proposition aussi bienvenue d'un côté qu'elle pouvait être profitable de l'autre, car madame Grant, ayant épuisé les ressources que lui offrait la société des femmes sans enfants, ayant comblé son salon préféré de jolies choses et collectionné les plantes et les volailles, était très désireuse d'avoir une autre distraction chez elle. De ce fait, l'arrivée d'une sœur qu'elle avait toujours adorée et qu'elle espérait garder près d'elle tant qu'elle serait célibataire, l'enchantait énormément, et sa seule anxiété était que Mansfield ne plût pas beaucoup à une jeune fille habituée à vivre à Londres. Mademoiselle Crawford avait un peu la même appréhension, quoiqu'elle craignît surtout le genre de vie que sa sœur menait et le genre de société qu'elle fréquentait, et ce ne fut
qu'après avoir essayé en vain d'obtenir de son frère qu'ils aillent s'installer ensemble dans leur maison de campagne, qu'elle se résigna à essayer de venir vivre chez madame Grant. Henry Crawford avait horreur de vivre longtemps au même endroit et de devoir s'astreindre à ne voir qu'une société limitée. Il ne pouvait céder à sa sœur sur des points aussi importants, mais il consentit à l'accompagner avec la plus grande courtoisie jusqu'à Northampton et s'engagea à venir la rechercher aussitôt qu'elle serait fatiguée de l'endroit. La rencontre fut tout à fait satisfaisante, de part et d'autre. Mademoiselle Crawford trouva une sœur sans prétention ni rusticité, un beau-frère qui avait l'air d'un gentleman, et une maison confortable et joliment meublée. Et madame Grant reçut avec joie ces jeunes gens d'une apparence si avenante qu'elle désirait aimer de toute son âme. Marie Crawford était remarquablement jolie. Henry, quoiqu'il ne fût pas beau, avait grand air. Leur façon était enjouée et agréable, et madame Grant leur accorda immédiatement toute son indulgence. Ils lui plaisaient tous les deux, mais elle avait une préférence pour Marie, et, n'ayant jamais eu le plaisir d'être fière de sa beauté personnelle, elle trouva du bonheur et de l'orgueil dans celle de sa sœur. Elle n'avait pas attendu son arrivée pour lui trouver un compagnon possible, et son choix s'était fixé sur Tom Bertram. Le fils aîné d'un baronnet n'était pas trop bien pour une jeune fille qui apportait 20 000 livres, avec toute la beauté et l'élégance dont madame Grant la parait, et ayant un cœur ardent et le besoin de se confier, Marie n'était pas depuis 3 heures dans la maison qu'elle la mit au courant de ses projets. Mademoiselle Crawford fut satisfaite de savoir qu'il y avait une aussi bonne famille si près d'eux, et pas du tout fâchée de l'attention de sa sœur ni de son choix. Le mariage était le but de sa vie. Ayant de la fortune, elle devait bien se marier. Et ayant déjà vu M. Bertram en ville, elle savait qu'il n'y avait aucune objection à faire à sa personne ni à sa situation dans la vie. Quoiqu'elle en parlât comme d'une plaisanterie, désormais elle y pensait sérieusement. Le projet fut rapidement répété à Henry. « Et maintenant, ajouta madame Grant, j'ai pensé à quelque chose qui rendrait l'affaire tout à fait complète. J'aimerais tant vous établir tous dans cette région. De ce fait, Henry, vous pourriez épouser la plus jeune fille de Lady Bertram, une jolie jeune fille, spirituelle, éduquée, accomplie, qui vous rendrait très heureux. » Henry s'inclina en la remerciant. « Ma chère sœur, dit Marie, si vous parvenez à le persuader d'une telle chose, ce serait un nouveau plaisir, pour moi, de me savoir la parente d'une personne aussi intelligente, et je ne regretterais qu'une chose, c'est que vous n'ayez pas une demi-douzaine de filles à diriger dans la vie. Si vous pouvez convaincre Henry de se marier, vous devez avoir l'adresse d'une Française. Toutes les possibilités anglaises ont déjà été essayées. J'ai spécialement 3 amies intimes qui mourraient de désir de l'épouser, et les peines qu'elles se sont données, ainsi que leur mère, femme très intelligente, et que ma chère tante et moi-même, afin de tâcher de le persuader de se marier, ont été vaines. Il est le plus terrible flirteur que l'on puisse imaginer. Et si vos demoiselles Bertram ne désirent pas avoir le cœur brisé, qu'elles évitent Henry. »« Mon cher frère, je ne puis pas croire cela de vous. »« Non, je suis sûre que vous êtes trop bonne pour le croire, et vous serez meilleure que Marie. Vous admettrez les hésitations de la jeunesse et de l'inexpérience. Je suis d'un caractère prudent, et ne veux pas me risquer mon bonheur à la légère. Personne n'a une plus haute idée du mariage que moi, et je considère comme une bénédiction d'avoir une femme, comme le dit le poète, le meilleur présent du ciel. Vous voyez, madame Grant, comme il sait dire les choses avec emphase, et regardez cependant son sourire. Je vous assure qu'il est terrible, et les leçons de l'amiral l'ont tout à fait gâté. Je ne fais pas grand cas de ce que disent les jeunes gens du mariage, répondit madame Grant. S'ils montrent de l'aversion à se marier, j'en conclus seulement que c'est qu'ils n'ont pas encore rencontré celle qui leur était destinée. En riant, le pasteur Grant félicita mademoiselle Crawford de n'avoir pas d'aversion pour le mariage. « Oh oui, déclara-t-elle, je n'en suis pas du tout honteuse. Je voudrais que tous les hommes se marient s'ils ont l'occasion de le faire convenablement. Je n'aime pas connaître des gens qui se détruisent eux-mêmes, mais tous devraient se marier aussi longtemps qu'ils peuvent le faire avec avantage.